Elle a lancé la phrase comme une plaisanterie, devant tout le monde, en remuant son café avec une douceur presque tendre. On a vidé l'appartement de maman, de toute façon elle ne s'apercevra de rien. Et dans ce rire étouffé, dans cette légèreté obscène, j'ai compris que mes enfants avaient comploté sans savoir ce que je conservais. Nous étions réunis chez mon fils, un dimanche de février, dans ce salon trop propre, où rien ne dépasse, où chaque objet semble choisi pour donner l'impression d'une réussite tranquille. La table basse était couverte de petites assiettes, de biscuits, de verres à moitié pleins. La télévision était éteinte, mais la pièce vibrait de ces conversations familiales qui ressemblent à des rituels, plus qu'à des échanges. J'étais assise au bord du canapé, comme on place une présence utile, mais discrète. On m'avait proposé un coussin. On m'avait demandé si j'étais bien. On avait coché les cases. Nos prêts. Ma belle-fille était là, sûre d'elle, souriante, avec cette manière de parler trop fort pour qu'on l'écoute, et trop gaiement pour qu'on la contredise. Ma fille était à côté d'elle, un peu en retrait, mais attentive. Mon fils allait et venait, apportant des tasses, posant une main sur une épaule, jouant à l'homme qui tient sa famille. Et moi, je regardais cette scène avec une patience ancienne, celle des mères qui se disent que l'essentiel est de rester ensemble, même quand on se sent un peu à côté. La phrase a jailli sans avertissement. Un rire. Un regard complice. Et cette phrase, claire, précise, injustifiable. J'ai senti mon cœur se serrer, non pas comme dans les grands drames, mais comme dans les blessures qui coupent net et laissent tout le reste en suspens. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis j'ai vu les réactions. Mon fils a esquissé un sourire crispé, comme s'il voulait contrôler le moment. Ma fille a détourné les yeux, trop vite. Et dans cet ensemble de gestes minuscules, j'ai compris que ce n'était pas une plaisanterie improvisée. C'était une vérité échappée. Je n'ai pas réagi immédiatement. J'ai appris, au fil des années, que certaines phrases doivent être laissées dans l'air, comme une poussière, pour qu'elles révèlent ce qu'elles contiennent. Si j'avais crié, ils auraient eu un prétexte. Si j'allais pleurer, ils auraient eu une excuse. Je me suis contentée de lever les yeux vers elle, calmement, comme si je voulais être sûre d'avoir compris. Elle a soutenu mon regard une seconde, puis a repris une gorgée de café, tranquille, convaincue que son pouvoir était là, dans cette familiarité avec l'indécence. Mon fils a murmuré quelque chose. Il a parlé d'organisation, de simplification, de petits changements nécessaires. Des mots doux, lisses, administratifs. Ma fille a ajouté que c'était pour mon bien, que je fatiguais, que j'avais trop de choses, que ce serait plus pratique. Il parlait comme on parle d'une maison à ranger, pas d'une vie. Comme si ma mémoire pouvait être triée, emballée, transportée sans conséquence. Je les ai regardés l'un après l'autre. Je les ai élevés. Je les ai nourris. Je les ai portés, soignés, défendus. J'ai connu leur fièvre et leur chagrin. J'ai essuyé des larmes minuscules sur des joues d'enfant. J'ai cru que l'on ne trahit pas celle qui a tenu la main quand tout tremble. Et pourtant, ils étaient là, adultes, installés, unis par un secret contre moi. Je leur ai demandé, doucement, ce qu'ils voulaient dire. Ma voix était stable. J'ai senti leur surprise. Ils n'avaient pas prévu que je questionne. Ils avaient prévu que je souris, que je laisse passer. Mon fils a parlé plus vite. Il a dit qu'ils avaient pensé qu'il serait mieux de faire du tri dans mon appartement avant que cela ne devienne compliqué. Il a dit qu'ils avaient déjà commencé à regarder, à déplacer quelques cartons, à mettre de côté ce qui n'était plus utile. Ma fille a gardé le silence, ses mains serrées autour de sa tasse, comme si elle se retenait de dire plus. Et ma belle-fille, elle, a souri, persuadée d'avoir gagné. J'ai senti une chaleur froide monter en moi. Non pas de la rage, mais une lucidité tranchante. Il parlait d'objets. Moi, j'entendais la dépossession. Il parlait d'organisation. Moi, j'entendais l'effacement. Il pensait que je ne verrais rien. Il pensait que ma vieillesse serait un voile commode. Il ne savait pas ce que je conservais. Dans mon appartement, il y avait un tiroir que personne n'ouvrait jamais, parce qu'il n'intéressait personne. Un vieux meuble dans l'entrée, celui qu'on jugeait sans valeur. Dans ce tiroir, il y avait des enveloppes, des copies, des photos, des lettres, des traces silencieuses d'années entières, des documents que j'avais gardés sans les relire, pas par obsession, mais par instinct. On ne jette pas certains papiers quand on a vécu longtemps.
on apprend que la vérité aime le papier. Je me suis souvenu, à cet instant, du jour où j'allais commencer à conserver. Une signature faite trop vite, un mot entendu trop tard, une promesse vague. J'avais gardé une copie, puis une autre. J'avais noté une date, j'avais glissé un courrier dans une enveloppe, sans intention de m'en servir, pensée âge. Juste pour ne pas oublier, juste pour me rassurer. Et maintenant, je comprenais que cette prudence ancienne avait un sens. Je n'ai pas révélé ce tiroir. Pas encore. Je n'ai pas dit que j'avais des preuves, des traces, une mémoire écrite. J'ai simplement posé ma tasse, lentement, et j'ai dit, d'un ton si calme qu'il a fait taire la pièce. Vous êtes déjà entré chez moi? Le silence est tombé, lourd, épais. Ma belle-fille a arrêté de sourire. Mon fils a blêmi légèrement. Ma fille a enfin levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans son regard une peur nouvelle, celle de comprendre que je n'étais pas aussi naïve qu'il l'avait espéré. Je suis restée droite, sans éclat. Je sentais mon cœur battre, mais ma voix ne tremblait pas. Il croyait comploter dans l'ombre, en profitant de mon âge et de ma confiance. Ils ignoraient que, depuis longtemps, j'avais conservé l'essentiel, et que ce silence, que j'avais porté tant d'années, n'était pas une faiblesse. C'était une réserve. Ce jour-là, dans ce salon trop propre, j'ai ouvert les yeux. Et eux, sans le savoir encore, venaient d'ouvrir la porte d'un piège qu'ils avaient eux à même déclenché. Avant ce dimanche de février, il y avait eu toute une vie que je croyais simple, presque ordinaire, mais qui, en y repensant, était faite d'abandons discrets et de choix jamais vraiment questionnés. Je suis née dans une époque où l'on ne demandait pas aux femmes ce qu'elles voulaient devenir. On avançait. On faisait ce qu'il fallait. J'ai grandi vite. Trop vite peut-être. Avec cette idée profondément ancrée que la stabilité valait tous les sacrifices. J'ai rencontré leur père jeune. Il n'était pas un homme spectaculaire, mais il inspirait confiance. Du moins, je l'ai cru. Il parlait peu, travaillait beaucoup, et je me suis installée dans cette place silencieuse à côté d'eux. Lui, convaincu que le couple se construisait ainsi. J'ai appris à faire passer les besoins des autres avant les miens. Ce n'était pas une contrainte pour moi. C'était une évidence. J'aimais donner. Mais j'aimais prévoir. J'aimais tenir la maison comme on tient une promesse. Quand les enfants sont arrivés, tout s'est resserré autour d'eux. Leur rythme, leur maladie, leurs peurs sont devenus le centre de mon monde. J'ai mis de côté ce qui me faisait vibrer autrefois. Les livres sont restés fermés. Les envies ont été repoussées à plus tard. Plus tard, c'est devenu jamais. Je n'y ai pas vu une perte. J'y ai vu une mission. J'ai travaillé quand il le fallait, souvent dans l'ombre. Sans carrière à afficher, sans reconnaissance particulière. Ce que je gagnais servait à compléter, à sécuriser, à amortir les coups durs. J'étais celle qui réparait, sans bruit. Celle qui trouvait toujours une solution. J'ai cru que cette fiabilité serait, un jour, reconnue comme une force. Je n'imaginais pas qu'elle deviendrait une habitude, puis une faiblesse aux yeux des autres. Les années ont passé. Les enfants ont grandi. Ils sont devenus brillants, autonomes, sûrs d'eux. J'en étais fière. Je les regardais prendre leur place dans le monde avec cette satisfaction silencieuse des mères qui se disent que tout cela en valait la peine. Même quand ils prenaient des décisions sans me consulter, je me disais que c'était normal. Ils construisaient leur vie. Je ne voulais pas être un poids. Peu à peu, quelque chose a changé. Les visites se sont espacées. Les appels sont devenus plus rapides. On me demandait surtout comment j'allais quand il fallait cocher une case. On me parlait moins de projets et plus d'organisation. Comme si j'étais passée du rôle de pilier à celui d'élément à gérer. Je sentais ce glissement, mais je ne voulais pas le nommer. Nommer, c'est déjà risqué de perdre. J'ai continué à vivre simplement, dans mon appartement, entouré de mes habitudes. Les objets racontaient mon histoire mieux que moi. Chaque meuble avait une raison d'être. Chaque tiroir contenait un fragment de vie. Je conservais tout, non par accumulation maladive, mais parce que jeter me donnait l'impression d'effacer ce que j'avais été. Je pensais que mes enfants comprenaient cela. Je pensais qu'ils respectaient ce lien invisible entre une femme et sa mémoire. Avec le recul, je vois les signes que je n'ai pas voulu lire. Les questions trop précises sur mes papiers. Les remarques sur le désordre. Les suggestions répétées de faire du tri. À l'époque,
J'y voyais de la sollicitude. Je n'imaginais pas qu'ils observaient, qu'ils anticipaient, qu'ils comptaient déjà. Mon âge leur donnait une légitimité qu'ils n'auraient jamais osé revendiquer plus tôt. Aïe, je ne me suis jamais plainte. Même quand la solitude pesait, même quand je sentais que quelque chose m'échappait. Je croyais encore que l'amour protège, que le respect se transmet naturellement. Je croyais que l'on ne complote pas contre celle qui a tout donné. Cette croyance a tenu longtemps. Elle m'a portée. Elle m'a aussi aveuglée. Quand je repense à cette vie d'avant, je ne la renie pas. Elle m'a construite. Mais je comprends aujourd'hui qu'elle m'a aussi enfermée dans une image rassurante pour les autres. Celle d'une femme toujours disponible, toujours silencieuse, toujours d'accord. Ils ont grandi avec cette image. Ils ont fini par croire qu'elle me définissait entièrement. Non, ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que derrière cette apparente docilité, j'avais appris à observer, à écouter ce qui se dit à demi à mot, à conserver ce qui semblait inutile, non par méfiance, mais par expérience. La vie m'avait enseigné, bien avant ce dimanche de février, que certaines vérités ne se crient pas. Elles se gardent. Et parfois, longtemps. Les premiers signes n'ont jamais été brutaux. Ils se sont glissés dans le quotidien avec une douceur trompeuse, comme si l'on voulait me préparer lentement à disparaître sans me le dire. Au début, c'était des remarques presque affectueuses. Tu devrais te reposer davantage. Tu gardes trop de choses inutiles. Tu te fatigues pour rien. Je souriais, parce que j'avais appris à traduire ces phrases comme des marques d'attention. J'y voyais de la sollicitude, pas une mise à l'écart. Puis il y a eu les regards, des regards rapides, échangés entre eux, quand je parlais trop longtemps, ou quand je racontais un souvenir. Rien de méchant en apparence, juste une impatience discrète, comme si le temps que je prenais leur appartenait. Déjà, comme si ma parole devenait un encombrement qu'il fallait réduire. Ils ont commencé à décider sans me prévenir de détails mineurs. L'heure d'un rendez-vous déplacé sans me consulter. Une visite annulée parce que ce n'était finalement pas trop nécessaire. On me disait après coup. Toujours après. Je me disais que je n'avais pas besoin d'être au courant de tout. Que c'était plus simple ainsi. Cette simplicité, je la confondais avec la paix. Ma belle-fille a été la première à franchir certaines limites, sous couvert d'efficacité. Elle ouvrait les placards sans demander. Elle commentait l'état de l'appartement avec un sourire poli. C'est dommage de garder tout ça. Tu sais, ça ne sert plus. Elle disait cela en caressant une étagère comme on touche un objet sans valeur. Je riais, légèrement, pour ne pas créer de malaise. Je ne voulais pas passer pour la vieille femme attachée à des riens. Ma fille, elle, se taisait souvent. Son silence me rassurait. Je croyais qu'il signifiait un accord tacite avec moi. Aujourd'hui, je comprends qu'il était déjà une forme de retrait. Elle observait, elle notait, mais elle ne me défendait plus vraiment. Elle avait appris à ne pas se placer entre moi et le mouvement collectif. Mon fils, lui, se voulait rassurant. Il parlait d'avenir, d'organisation, de ce qui serait plus simple pour tout le monde. Il utilisait ce mot avec insistance. Tout le monde. Comme si je faisais partie d'un ensemble homogène, sans singularité. Quand je posais une question, il me répondait rapidement, avec cette voix douce qui ne laisse pas de place à la discussion. Ne t'inquiète pas, on gère. Peu à peu, je me suis sentie devenir un sujet secondaire de ma propre vie. On me demandait moins mon avis. On me proposait des solutions déjà pensées. J'avais le choix, en apparence, mais ce choix se réduisait à accepter ou à compliquer. Et je ne voulais pas compliquer. J'avais passé ma vie à lisser les aspérités, à éviter les conflits. Cette habitude me revenait comme un réflexe. Il y a eu ce jour précis où j'ai compris que quelque chose avait basculé. Ma belle-fille a déplacé un carton dans l'entrée, sans m'en parler. Elle a dit qu'il gênait le passage. À l'intérieur, il y avait des papiers anciens, des souvenirs, des documents que je gardais à portée de main. Je les regardais faire, sans rien dire. J'ai senti une gêne sourde, mais je l'ai étouffée. Je ne voulais pas paraître soupçonneuse. Les humiliations n'étaient jamais frontales. Elles prenaient la forme de décisions prises pour mon bien. On me parlait lentement, parfois trop. On répétait certaines informations comme si je pouvais les oublier d'une minute à l'autre. On me demandait si je me souvenais encore de telle date, de tel nom. Ces questions, posées avec douceur,
me faisait douter de moi à même. Je commençais à me surveiller, à hésiter avant de parler. Je continuais pourtant à me taire. Par fidélité à cette image de mère apaisante. Par peur aussi. Peur de perdre le peu de liens qui restaient. Peur d'être celle qui dérange. J'avais intégré l'idée que mon rôle était désormais de faciliter leur vie, même si cela signifiait réduire la mienne. Dans ce silence, quelque chose résistait pourtant. Une vigilance ancienne, presque instinctive. Je ne disais rien, mais je voyais. Je notais mentalement les changements, les objets déplacés, les conversations interrompues quand j'entrais dans une pièce, les décisions annoncées comme des évidences. Cette accumulation de détails formait un tableau que je refusais encore de regarder en face. Je croyais que me taire protégerait l'harmonie. Je ne comprenais pas encore que ce silence nourrissait autre chose. Une organisation parallèle. Une façon de faire sans moi, lentement, méthodiquement. Il ne m'avait pas rejeté brutalement. Il m'avait rendu progressivement accessoire. Ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que ce silence que je choisissais par amour devenait, pour eux, une permission. Une permission d'aller plus loin. Une permission de décider. Une permission de comploter doucement. Convaincus que je ne verrais rien, que je n'entendrais rien. Ils ignoraient encore que ce silence n'était pas vide. Il conservait. Et il attendait. La révélation ne s'est pas faite dans le bruit, mais dans une précision presque administrative. Un matin, je cherchais un document banal, une attestation demandée par un service public. Rien d'urgent, rien de dramatique. J'ai ouvert un classeur que je n'utilisais plus souvent, celui qu'ils avaient rangé à ma place quelques semaines plus tôt, en disant qu'ils voulaient m'aider. Les feuilles étaient bien alignées, trop bien. L'ordre n'était pas le mien. Au milieu de papiers anodins, une chemise m'a arrêté. Elle portait une mention écrite à la main, sobre, efficace. Pas mon écriture. Celle de mon fils. J'ai hésité avant de l'ouvrir, comme si mon corps avait déjà compris ce que mon esprit refusait encore d'admettre. Puis je l'ai fait, lentement, sans colère, sans précipitation. À l'intérieur, il y avait des copies de documents le concernant directement. Des décisions préparées. Des courriers rédigés mais non envoyés. Des démarches engagées sans ma signature, mais avec une anticipation troublante. On y parlait de gestion future, de simplification, de transmission. Des mots neutres, presque bienveillants. Mais ce qui frappait, ce n'était pas leur contenu. C'était mon absence. Mon absence totale de consentement. Je me suis assise. J'ai relu chaque page. 2 fois. 3 fois. Je ne cherchais pas une erreur. Je cherchais à comprendre l'ampleur de ce qui avait été pensé sans moi. Les dates s'alignaient. Les intentions aussi. Ce n'était pas une improvisation, c'était un plan. Un enchaînement logique de décisions prises, dans un espace où je n'existais plus comme sujet. Ce qui m'a bouleversé, ce n'est pas l'idée de transmission. J'y avais toujours pensé moi-même. Ce n'est pas non plus la perspective de l'avenir. Ce qui m'a frappé, c'est la certitude tranquille avec laquelle il, même, avait décidé que je n'avais plus besoin d'être consulté. Comme si mon âge suffisait à me faire glisser du côté des objets à gérer. J'ai refermé la chemise. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. Une chaleur froide s'est installée en moi. Une lucidité brutale, mais claire. Tout ce que j'avais ressenti jusqu'à là sans vouloir le nommer, prenait soudain une forme tangible. Les remarques. Les silences. Les décisions mineures prises à ma place. Tout menait ici. Quand ils sont arrivés ce soir-là, je n'ai rien dit immédiatement. Je voulais les entendre parler. Les voir évoluer dans ce quotidien qu'ils croyaient encore maîtriser. Mon fils parlait d'un projet professionnel. Ma fille évoquait un problème d'organisation. Ma belle-fille riait, sûre d'elle. J'écoutais, comme avant, mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus à l'intérieur de la scène. Je l'observais. Je leur ai montré la chemise, sans accusation, sans mise en scène. J'ai simplement demandé quand ils comptaient m'en parler. Le silence qui a suivi n'avait rien d'innocent. Il était lourd, précis, chargé de calcul. Mon fils a été le premier à réagir. Il a parlé de précaution, de prévention, de choses compliquées qu'il valait mieux anticiper. Il disait cela avec cette voix calme qui prétend rassurer.
Ma fille a ajouté que c'était pour m'éviter du stress, qu'il voulait me protéger. Ma belle-fille, elle, est restée silencieuse un instant, puis a souri faiblement, comme si tout cela était exagéré. Non, ils parlaient tous, mais aucun ne répondait vraiment à la question essentielle. Pourquoi sans moi? Je leur ai demandé ce qui leur faisait penser que je ne pouvais plus décider. Mon fils a soupiré. Il a dit que je dramatisais, que je devais leur faire confiance. Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Ma confiance devenait l'argument même de ma mise à l'écart. Parce que je leur faisais confiance, ils s'autorisaient à agir à ma place. Je leur ai répondu que la confiance n'exclut pas le respect, que décider pour quelqu'un sans l'informer n'est pas une protection, mais une dépossession. Ma voix était stable. Je sentais mon cœur battre, mais je ne tremblais pas. Pour la première fois, je ne cherchais pas à préserver l'harmonie à tout prix. Je cherchais la vérité. Ils ont tenté de minimiser, de parler de détails techniques, de me convaincre que tout pouvait encore être ajusté. Mais je voyais désormais ce qui était à l'œuvre. Ce n'était pas une maladresse. C'était une logique. Une logique où je devenais un problème à résoudre. Pas une personne à consulter. C'est à ce moment précis que j'ai compris que la goutte d'eau n'était pas cette chemise, mais tout ce qu'elle révélait. Ils avaient comploté, non par haine, mais par habitude. Par cette certitude silencieuse que j'accepterais, comme toujours. Ils n'avaient pas imaginé que je puisse refuser, ils n'avaient pas prévu que je puisse avoir conservé des traces, des preuves, une mémoire écrite de ce qui avait été dit et fait au fil des années. Je n'ai pas parlé du tiroir. Pas encore. Je n'ai pas évoqué les enveloppes, les lettres, les copies soigneusement gardées. Je me suis contentée de refermer la chemise et de dire que rien ne se ferait plus sans moi. Rien. Le ton n'était pas menaçant. Il était définitif. Ce jour-là, quelque chose s'est irréversiblement déplacé. Je n'étais plus seulement la mère que l'on rassure. J'étais redevenue une femme qui sait, qui voit, et qui refuse d'être effacée, sous couvert de bonnes intentions. Et eux, sans encore le comprendre, venaient de franchir une limite dont ils ne mesuraient pas les conséquences. Après cette découverte, je n'ai pas sombré dans la colère. Ce qui s'est installé en moi, c'était autre chose. Une lucidité lourde, presque grave, qui ne laisse plus de place aux illusions. Les nuits suivantes ont été longues, silencieuses, peuplées de pensées qui revenaient sans bruit, comme des vagues régulières. Je ne cherchais plus à comprendre pourquoi ils avaient agi ainsi. Je cherchais à comprendre comment j'avais pu ne rien voir plus tôt. Je me suis interrogée sans indulgence. Mon silence avait-il été une protection ou une fuite? Avais-je confondu l'amour avec l'effacement? Ces questions ne m'accusaient pas. Elles me réveillaient. Je comprenais peu à peu que me taire avait été une manière de rester aimable, acceptable, indispensable même. Mais à quel prix? Celui de ma place. Celui de ma voix. Je repensais aux petites scènes, aux phrases anodines, aux décisions prises après coup. Tout s'alignait désormais avec une précision presque douloureuse. Rien n'était arrivé par hasard. Rien n'était isolé. Ce que je prenais pour de la sollicitude était devenu un système, un glissement progressif où mon consentement avait cessé d'être nécessaire. Babo, et cette prise de conscience ne me mettait pas en rage. Elle me rendait attentive, vigilante. J'ai commencé à écrire, non pour me plaindre, mais pour clarifier. J'ai noté les faits, les dates, les mots exacts employés. J'ai distingué ce que j'avais imaginé de ce qui avait réellement été dit. Cette écriture m'a donné une stabilité nouvelle. Je n'étais plus dans l'émotion brute. J'étais dans la compréhension. Et comprendre, à ce stade, était une forme de protection. Je priais parfois, sans demander réparation. Je demandais seulement de ne plus me trahir moi-même, de ne plus accepter ce qui me diminuait sous prétexte de paix. J'avais longtemps cru que préserver l'harmonie familiale passait par le sacrifice de soi. Je découvrais que cette harmonie n'était qu'une façade, maintenue au prix d'un déséquilibre profond. Avec mes enfants, les échanges devenaient rares et prudents. Ils sentaient que quelque chose s'était fissuré. Ils tentaient parfois de reprendre la conversation là où elle s'était arrêtée, comme si rien n'avait vraiment changé. Je répondais poliment, sans entrer dans le jeu. Je n'étais plus disponible pour les arrangements flous. Je n'avais plus envie de rassurer à tout prix,
Un matin, dans cette fatigue calme qui suit les décisions intérieures, j'ai compris que je devais agir, mais pas dans la précipitation. Ce qui avait été construit dans le silence ne pouvait être défait par un éclat. Il fallait de la méthode, de la patience, une lucidité sans colère. Je n'avais pas besoin de me venger, j'avais besoin de me tenir droite. Je me suis promis une chose simple. Plus jamais une décision me concernant ne serait prise sans moi. Cette promesse n'était pas une menace. C'était un engagement envers moi, à même. Elle m'a apporté un apaisement inattendu. Je n'étais plus coincée entre la peur de perdre et la tentation de crier. J'avais choisi une troisième voie, celle de la clarté. Je savais que cette prise de conscience allait me conduire plus loin que je ne l'imaginais, qu'elle allait modifier durablement la relation. Mais je ne cherchais plus à éviter cela. J'acceptais l'idée que certaines vérités, une fois vues, ne permettent pas de retour en arrière. Cette acceptation me rendait plus forte que toutes les colères que j'aurais pu nourrir. Waouh! Ce que mes enfants ignoraient encore, c'est que cette phase de réflexion n'était pas une hésitation. C'était une préparation. Une mise en ordre intérieur avant l'acte. Je n'avais pas encore parlé. Je n'avais rien dévoilé. Mais j'avais cessé d'être naïve. Et dans ce silence à la, nouveau, maîtrisé, quelque chose de décisif se mettait en place. La préparation s'est faite, dans le calme, sans agitation visible, comme une respiration lente après une longue apnée. J'avais compris que ce qui allait suivre ne devait rien laisser au hasard. Pas par goût du contrôle, mais par respect pour moi-même. Trop de choses avaient été décidées dans mon dos pour que je me permette encore l'improvisation. J'ai commencé par reprendre possession de mes papiers. Tous. Ceux que je consultais rarement. Ceux que je gardais, sans les relire. Je les ai étalés sur la table, un par un. Comme on remet de l'ordre dans une mémoire fragmentée. Chaque document retrouvait sa place, son contexte, sa portée. Je découvrais parfois des décisions anciennes, prises trop vite, des signatures apposées dans la confiance. Rien d'illégal, rien de scandaleux, mais une accumulation de concessions silencieuses. Je n'en ai parlé à personne, ni à mes enfants, ni à mes proches. Cette fois, je voulais comprendre avant d'expliquer. J'ai pris rendez-vous seul, dans un lieu neutre, loin de toute influence affective. J'y suis allée avec un dossier précis, sans récit inutile. J'ai exposé les faits, les démarches engagées sans moi, les documents découverts. On m'a écouté avec attention, puis on m'a expliqué, calmement, ce que cela impliquait réellement. Il n'y avait pas de drame imminent, pas de solution miracle non plus. Mais il y avait une chose essentielle, une lecture claire de ma situation, ce qui pouvait être remis en question, ce qui devait être clarifié, ce qui nécessitait une action immédiate pour préserver ma capacité de décision. Cette clarté m'a soulagée plus que je ne l'aurais cru. Je n'étais plus dans l'hypothèse. J'étais dans le réel. J'ai ensuite posé des actes simples, mais décisifs. J'ai ouvert un compte à mon nom. Un geste banal pour certains, fondamental pour moi. Il ne s'agissait pas de me séparer, mais d'exister distinctement. De ne plus dépendre d'une organisation qui me rendait invisible. Ce geste n'avait rien d'hostile. Il était nécessaire. J'ai aussi pris soin de protéger ce qui devait l'être, non par méfiance excessive, mais par lucidité. Je savais combien les récits peuvent se transformer lorsque les enjeux deviennent concrets. Là, je voulais que rien ne puisse être interprété à ma place. Que mes décisions soient claires, tracées, indiscutables. Cette précaution n'était pas une rupture. C'était une frontière posée calmement. À la maison, je continuais à vivre comme avant, en apparence. Les gestes quotidiens, les échanges polis, les silences mesurés. Mes enfants sentaient que quelque chose changeait, sans pouvoir encore le nommer. Ils me regardaient autrement, avec une attention nouvelle, parfois inquiète. Je répondais sans mentir, mais sans me livrer. J'avais compris que la transparence n'est juste que lorsqu'elle est réciproque. Chaque soir, je consignais mes démarches dans un carnet. Date, nom, information. Ce carnet n'était plus un refuge émotionnel. Il devenait une mémoire organisée, un fil conducteur. J'y notais aussi mes états intérieurs, non pour m'y attarder, mais pour ne pas les laisser guider mes décisions. Cette discipline me protégeait de l'impulsivité. Il y avait des moments de fatigue, des instants où je me demandais si tout cela n'était pas trop lourd à porter, à mon âge, face à mes propres enfants.
Puis je repensais à cette phrase lancée comme une plaisanterie, à cette certitude tranquille avec laquelle ils avaient décidé que je ne m'apercevrais de rien, et je retrouvais ma détermination. Ce que je faisais n'était ni excessif ni tardif, c'était proportionné. Je ne cherchais pas à les punir, je ne cherchais pas à leur tendre un piège. Je cherchais à me tenir droite, à faire en sorte que plus jamais une décision engageant ma vie ne soit prise sans moi. Cette intention me gardait loin de la colère. Elle me permettait d'avancer avec calme, sans me perdre dans des justifications. Peu à peu, je sentais un déplacement profond s'opérer. Ça, je n'étais plus dans l'attente d'une explication réparatrice. J'étais prête. Prête à parler. Prête à poser des limites. Prête aussi à me retirer si nécessaire. Cette préparation, invisible mais solide, modifiait déjà la relation, sans cri ni menace. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que cette phase silencieuse n'était pas une hésitation. C'était une construction. Une mise en place patiente de ce qui allait, tôt ou tard, rendre leur complot inopérant. Parce que cette fois, je savais exactement ce que je conservais. Et je savais aussi ce que je n'étais plus prête à perdre. La confrontation n'a pas éclaté dans un cri. Elle est arrivée comme une évidence, presque avec lenteur, après que tout a été préparé en silence. J'avais compris que ce moment ne devait pas être impulsif. Il devait être précis. Je voulais qu'ils comprennent non pas que j'étais blessée, mais que je n'étais plus naïve. Je leur ai proposé de venir un dimanche après-midi, chez moi, pas chez eux, chez moi. Cette simple décision les a surpris. J'ai senti une hésitation au téléphone, puis un accord rapide, trop rapide. Ils pensaient sans doute que j'avais besoin de parler, de me rassurer, peut-être même de m'excuser. Ils n'imaginaient pas que le cadre avait changé. Quand ils sont arrivés, je les ai accueillis, comme toujours, calmement. Du café, des biscuits, les gestes familiers. Rien ne trahissait ce qui allait suivre. Je voulais qu'ils se sentent en terrain connu. Le piège, s'il y en avait un, n'était pas dans la mise en scène. Il était dans la réalité que je maîtrisais enfin. Ils ont commencé à parler avant moi. Mon fils a évoqué l'organisation à venir, les démarches qu'il restait à finaliser. Ma belle-fille a ajouté quelques remarques pratiques, toujours avec cette assurance tranquille qui suppose l'accord de tous. Ma fille est restée silencieuse, attentive. Je les ai laissés faire. Je voulais entendre jusqu'où ils iraient. Quand ils ont terminé, j'ai posé ma tasse. Lentement. J'ai pris une respiration. Puis, j'ai sorti le carnet. Celui que j'avais rempli, soir après soir. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai posé sur la table, entre nous. Ce simple geste a modifié l'atmosphère. Ils ont cessé de sourire. Ils ont compris que ce n'était pas une conversation ordinaire. Je leur ai dit que j'avais relu tous mes documents, que j'avais compris les démarches engagées sans moi, que je savais précisément ce qui avait été préparé, quand et par qui. Je n'ai accusé personne. Je n'ai élevé la voix à aucun moment. Je parlais lentement, clairement. Chaque phrase était choisie. Mon fils a tenté d'interrompre, de minimiser, de parler d'intention. Je l'ai arrêté d'un geste calme. Bouléa, Je lui ai dit que les intentions ne suffisent pas quand elles effacent le consentement. Que décider pour quelqu'un sans l'informer n'est pas un oubli, mais un choix. Ce mot a fait l'effet d'un coup sec. Choix. Il ne l'avait jamais envisagé ainsi. J'ai ouvert le carnet. J'ai lu quelques dates. Quelques faits. Pas tout. Juste assez pour qu'ils comprennent que je ne parlais pas dans le vague. Puis j'ai sorti une enveloppe. Une seule. Je l'ai posée devant eux sans l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait des copies, des lettres, des preuves de ce que j'avais conservé au fil des années. Je n'ai pas eu besoin de les détailler. Leur présence suffisait. Ma belle-fille a pâli. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait plus rien à dire. Mon fils s'est raidi. Je voyais dans son regard une peur contenue, celle de perdre le contrôle du récit. Ma fille a baissé les yeux. Elle comprenait, enfin, que ce silence qu'elle avait accompagné n'était pas sans conséquence. Je leur ai dit que rien ne se ferait plus sans mon accord écrit. Que certaines démarches devaient être immédiatement suspendues. Que d'autres seraient annulées. Et que si cela ne suffisait pas, j'irais plus loin. Je n'ai pas parlé de tribunaux. Je n'en avais pas besoin. La certitude dans ma voix faisait le travail. Mon fils a élevé la voix. Pas longtemps. Une colère maladroite, défensive,
qui trahissait surtout sa surprise. Il n'avait jamais imaginé que je puisse préparer quelque chose dans l'ombre. Il croyait me connaître. Il avait oublié que se taire n'empêche pas de voir. Ma belle fille a tenté de rire, puis s'est tue. Elle comprenait que le rapport de force avait basculé. Ma fille, enfin, a parlé. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que cela irait si loin. Cette phrase m'a frappée. Si loin. Comme si le problème était la réaction, pas l'action initiale. Je lui ai répondu doucement que c'est toujours ce que l'on dit quand on n'a pas voulu regarder. Je ne leur ai pas demandé d'excuses. Je ne leur ai pas demandé de promesses. J'ai dit ce qui serait désormais la règle. Transparence. Consultation. Respect. Aux distances. Ce n'était pas une menace. C'était une limite. Quand ils sont partis, la maison était silencieuse. Un silence différent. Stable. Je me suis assise, fatiguée, mais droite. Le piège s'était refermé sans violence, sans humiliation. Simplement parce que j'avais cessé de jouer le rôle qu'ils m'avaient assigné. Ce jour-là, ils ont compris qu'ils avaient comploté sans savoir ce que je conservais. Pas seulement des documents, mais une mémoire, une lucidité. Et surtout, la capacité de dire non. Après leur départ, rien ne s'est immédiatement apaisé. Il n'y a pas eu de message, pas d'appel, pas même un signe de colère franche. Il y a eu autre chose, plus déroutant. Un vide. Un silence lourd, inhabituel, comme si l'air lui a même hésité à reprendre sa place. Je me suis rendu compte que, pendant des années, ce silence m'avait oppressé. Désormais, il ne me faisait plus peur. Il annonçait un déplacement irréversible. Les jours suivants, la famille s'est fissurée sans éclat. Pas de rupture spectaculaire, pas de scène dramatique. Juste une désorganisation lente, presque clinique. Mon fils a cessé de proposer des solutions. Ma belle fille s'est retirée, discrètement, comme quelqu'un qui comprend qu'il vaut mieux ne plus trop s'exposer. Ma fille, elle, oscillait. Un jour présente, le lendemain, distante. Je sentais son tiraillement, mais je ne cherchais plus à le résoudre à sa place. Des versions différentes ont commencé à circuler. On racontait que j'étais devenue méfiante, que je dramatisais, que l'âge me rendait plus rigide. Ces mots m'auraient blessée autrefois. Ils glissaient désormais sur moi sans s'accrocher. J'avais compris que lorsqu'un système se fissure, il cherche toujours à se justifier en disqualifiant celui qui s'en échappe. Je continuais ma vie, calmement. Les mêmes gestes, les mêmes habitudes, mais avec une présence nouvelle à moi-même. Je ne surveillais plus leurs réactions. Je ne cherchais plus à anticiper leurs besoins. Cette économie d'énergie était presque choquante. Je découvrais à quel point j'avais vécu tendue, tournée vers eux, attentive aux moindres signes d'agacement ou de désaccord. Un après-midi, ma fille est venue seule, sans prévenir longtemps à l'avance. Elle s'est assise en face de moi, nerveuse. Elle a parlé d'amour, de maladresse, de peur de mal faire. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me trahir. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Puis je lui ai dit quelque chose de simple, mais que je n'avais jamais osé formuler auparavant. Trahir ne nécessite pas toujours une intention malveillante. Il suffit parfois de se taire quand il faudrait parler. Elle a pleuré. Pas longtemps. Des larmes sèches, retenues depuis trop de temps. Je ne l'ai pas consolée, pas par dureté, mais parce que ce moment ne m'appartenait plus. Elle devait traverser seule ce qu'elle avait contribué à créer. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que l'amour ne serait plus jamais une raison pour m'effacer. Après son départ, je n'ai ressenti ni soulagement ni tristesse. J'ai senti une solidité nouvelle, comme si quelque chose en moi avait cessé de trembler. La famille, telle que je l'avais connue, n'existait plus. Pas parce que je l'avais détruite, mais parce qu'elle reposait sur un déséquilibre devenu visible. Ce déséquilibre, je ne pouvais plus le porter seul. Les semaines ont passé. Les échanges sont devenus rares, plus formels. Chacun cherchait sa place dans ce nouvel ordre incertain. Je n'essayais plus de maintenir l'illusion d'une unité à tout prix. J'acceptais que certaines relations se transforment, que d'autres s'éloignent. Cette acceptation n'était pas un renoncement. C'était une lucidité apaisée. Je me rendais compte que ce que j'avais conservé, au-delà des documents, c'était une capacité à attendre, à ne pas réagir immédiatement, à laisser les conséquences se déployer. Ce temps long, que l'on attribue souvent à la faiblesse, était devenu mon allié. Pendant qu'il s'agitait intérieurement, cherchant une nouvelle narration,
je restais stable. Dans ce silence nouveau, je n'étais plus seule. J'étais avec moi-même. Et cette compagnie suffisait. Je comprenais enfin que la justice ne prend pas toujours la forme d'une réparation visible. Parfois, elle consiste simplement à ne plus accepter l'inacceptable et à laisser ceux qui ont comploté affronter leur propre désordre. Cette phase d'éclatement n'a pas été spectaculaire. Elle a été lente, presque discrète. Mais elle a marqué un point de non-retour. Rien ne reviendrait comme avant. Et pour la première fois depuis longtemps, cette certitude ne m'attristait pas. Elle me rendait libre. Je suis partie, sans annoncer une date précise, sans discours d'adieu. Le départ s'est imposé comme une continuité logique après l'éclatement silencieux. Rester aurait signifié continuer à habiter un espace chargé d'attentes implicites, de noms à dits lourds, plus de regards qui cherchent encore à mesurer jusqu'où je pouvais aller. J'avais besoin d'un lieu qui ne me connaissait pas, d'un endroit où je n'étais ni mer à rassurer, ni obstacle à contourner. J'ai choisi un appartement 5, lumineux, dans un quartier calme. Rien d'extraordinaire. Un lieu qui n'avait pas d'histoire avec moi. Les premiers jours, j'ai éprouvé une sensation étrange, presque vertigineuse. Le temps ne se découpait plus selon les appels, les visites prévues, les urgences familiales. Il s'étirait, libre, parfois trop large. J'ai dû apprendre à l'habiter autrement. Je me levais tôt, par habitude. Je faisais du café pour une seule personne. Ce détail, insignifiant pour d'autres, était pour moi une révolution. Personne n'attendait que je sois disponible. Personne ne surveillait mes allées et venues. Cette liberté n'était pas euphorique. Elle était fragile, presque intimidante. Mais elle était réelle. Je marchais beaucoup. Sans destination précise. Les rues anonymes me rendaient invisible, et cette invisibilité choisie me réparait. Personne ne me demandait des nouvelles des autres, pour que personne ne me rappelait ce que j'avais été pour eux. Je pouvais simplement être là, présente à mes sensations, à mes pensées, sans justification. Je continuais à écrire. Mais ce carnet n'était plus un outil de défense, ni un inventaire de preuves. Il devenait un lieu de respiration. J'y notais des détails simples. La lumière du matin sur un mur clair. Le bruit régulier des pas dans l'escalier. Le goût d'un repas pris sans hâte. Ces fragments reconstruisaient peu à peu une stabilité intérieure que je n'avais jamais vraiment connue. Mes enfants ont réagi différemment à mon éloignement. Mon fils a d'abord tenté de comprendre en termes pratiques. Il parlait de logistique, de solutions temporaires, comme s'il cherchait encore à gérer la situation. Puis ses messages se sont espacés. Ma fille m'écrivait parfois des phrases courtes, hésitantes. Je répondais quand je le jugeais juste, sans m'expliquer. Je n'avais plus besoin de convaincre. Je ne ressentais ni triomphe, ni amertume. J'étais dans un entre-deux, un espace de transition, où l'on apprend à se redéfinir. Je comprenais que reconstruire ne signifie pas effacer ce qui a été vécu, mais déplacer son centre. Déplacer ses attentes, déplacer son regard sur soi à même. Mon corps répondait aussi à ce changement. Les tensions anciennes se relâchaient. Je respirais plus profondément. Je dormais mieux. Cette transformation physique me confirmait que la décision prise n'était pas seulement rationnelle. Elle était nécessaire. Le corps sait parfois, avant l'esprit, ce qui doit cesser. Il y avait des moments de tristesse, bien sûr. Pas pour ce qui s'était effondré, mais pour ce qui n'avait jamais existé pleinement. Pour cette égalité de regard que j'avais attendue sans la réclamer. Pour cette reconnaissance silencieuse que j'avais confondue avec l'amour, cette tristesse ne m'écrasait plus. Elle m'éclairait. Je découvrais aussi des relations nouvelles, simples, sans enjeu de pouvoir. Des échanges sans arrière-plan, sans dette affective. Cette normalité me surprenait. Elle me rappelait que la vie n'est pas censée être une négociation permanente avec ceux que l'on aime. Je savais que tout n'était pas terminé, qu'il restait une dernière étape intérieure, celle du regard porté sur l'ensemble, sans colère ni illusion. Mais je sentais déjà que je n'étais plus enfermée. J'avais quitté un cadre où l'on m'aimait sans me consulter. Là, et dans cette existence modeste mais choisie, je retrouvais quelque chose d'essentiel, la sensation d'être enfin à ma place. Le temps a passé sans effacer ce qui s'était joué. Il l'a décanté. Dans cette nouvelle vie, les jours ne sont plus des épreuves à traverser, ni des preuves à fournir. Ils s'ouvrent, simplement. Je me lève sans cette vigilance constante qui me tenait autrefois aux aguets,
sans ce besoin de deviner l'humeur des autres avant même de penser à la mienne. Le silence autour de moi n'est plus une absence. Il est devenu une présence stable, un espace respirable. Je repense souvent à la mère que j'ai été. Pas avec reproche, pas avec indulgence non plus, avec une lucidité apaisée. J'ai longtemps cru que donner suffisait, que l'amour transmis protégerait de tout. J'ai cru que l'essentiel circulait naturellement entre ceux que l'on a portés, nourris, élevés. Je n'avais pas imaginé que l'on puisse apprendre à se taire précisément face à celle qui avait tout donné, ni que ce silence à là puisse devenir une stratégie. Ce que mes enfants ont fait n'était pas seulement une manœuvre maladroite. C'était une manière de me voir, de me réduire à une fonction rassurante, pratique, mais sans droit réel à la décision. Ils avaient appris à gérer, à organiser, à anticiper. Ils n'avaient pas appris à consulter. Ils avaient confondu protection et dépossession, efficacité et effacement. Je ne cherche plus à les convaincre de cette nuance. Elle se comprend rarement quand le rapport de force a déjà changé. Je ne réclame pas de reconnaissance tardive. Je ne cherche pas d'aveu qui viendrait réparer ce qui s'est construit sur l'omission. Insister aurait été une autre façon de rester enfermé dans un récit qui n'était plus le mien. J'ai choisi de me retirer de cette attente, non par orgueil, mais par nécessité. La paix que j'ai trouvée n'a pas besoin d'approbation. Aujourd'hui, je regarde mes enfants autrement. Je ne les vois plus seulement comme ceux que j'ai élevés, mais comme des adultes responsables de leurs choix. Cette distance nouvelle n'efface pas l'amour, elle le rend plus juste. Je ne confonds plus affection et renoncement. Je ne confonds plus lien et sacrifice. Je sais ce que je peux donner sans me perdre, et ce que je dois garder pour rester entière. Ma vie est devenue simple. Elle ne s'annonce pas. Elle ne se justifie pas. Elle se vit. Je choisis mes silences. Je choisis mes paroles. Je sais ce que je ne négocierai plus. Cette clarté n'a rien de dur. Elle est calme, ferme, définitive. Elle me protège mieux que toutes les promesses implicites que j'ai longtemps acceptées par habitude. Je n'ai pas reconstruit pour effacer l'ancien monde. J'ai déplacé mon centre. Je ne vis plus à côté de moi-même. Je n'attends plus que l'on m'explique ce qui me concerne. Rien ne se décide dans mon dos sous prétexte d'amour, de bon sens ou d'urgence. Rien ne se cache derrière des mots pratiques pour éviter une conversation honnête. Cette transparence intérieure est devenue mon refuge. Il reste parfois une mélancolie douce. Des souvenirs surgissent, sans prévenir. Je les accueille sans m'y attarder. Ils n'ont plus le pouvoir de me faire douter. Ils témoignent simplement de ce que j'ai traversé et de ce que j'ai cessé d'accepter. Ils me rappellent le chemin parcouru, sans me retenir. Je n'ai rien à prouver à ces souvenirs. Ils existent, et c'est suffisant. Si mon histoire a un sens, il n'est ni dans la rupture, ni dans la revanche. Il réside dans ce déplacement silencieux, presque invisible, qui m'a rendu à moi-même. J'ai mis fin à une longue habitude de me taire pour préserver les autres. J'ai cessé de croire que l'essentiel se devine sans être dit. J'ai compris que l'on peut aimer et poser des limites, transmettre et rester debout. À celles qui ont donné sans compter et qui sentent, confusément, que quelque chose leur échappe, je veux dire ceci. Le malaise n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Le corps sait, bien avant les mots, quand une place est injuste. L'écouter n'est pas trahir. C'est se respecter. Attendre, observer, conserver, ce n'est pas reculer. C'est parfois préparer la seule issue possible. Aujourd'hui, je marche plus lentement, mais plus droit. Je n'ai plus besoin d'expliquer mon silence pour qu'il soit compris. Je sais désormais qu'il peut être une fuite, mais qu'il peut aussi devenir un choix conscient, une frontière posée, avec calme et dignité. Et dans ce calme retrouvé, forte de ce que j'ai compris, et de ce que j'ai refusé de porter plus longtemps, je peux enfin l'affirmer, sans amertume ni colère, comme une vérité éprouvée par l'expérience. Le silence peut aussi être une forme de justice.